Preview. Donc, je me présente, je suis Annie Autricic, la responsable Frontline Bourgogne. Et donc, je suis ravie de vous accueillir si nombreux ce soir. Je vais juste vous dire quelques mots sur l'association. Nous allons être très bref. Donc, l'association Frontline a été créée suite à un constat sur la grande méconnaissance de la part de la population des maladies transmises par les tiques. Les campagnes de prévention à destination du grand public sont trop peu nombreuses ou sont mal ciblées. Peu de personnes connaissent les dangers d'une morsure de tique lors de sorties en plein air. Les malades atteints de la maladie de Lyme souffrent sans reconnaissance médicale ni sociale. En ce qui me concerne, il a fallu 10 ans pour me diagnostiquer. Donc, France Lyme est une association nationale, loi 1901. Elle a vu le jour en janvier 2008. Et en vue de monter une association française autour des maladies vectorielles à tique, avec une ouverture à l'international. Elle a pour objet d'échanger et de diffuser des informations sur les maladies transmises par les tiques et d'en assurer la prévention, ce que nous faisons en règle générale à France Lyme Bourgogne. Elle vise également, France Lyme Bourgogne et tous les France Lyme de toutes les régions, voilà ce que je voulais dire. Elle vise également à faciliter les contacts entre les malades et les différentes institutions médicales, sanitaires et sociales. Elle a été fondée pour diffuser de l'information objective autour de ces pathologies, créer un lien entre les malades et mener des actions de prévention autour des maladies à tique. L'association France Lyme agit au service des malades et de la société. Elle propose du soutien personnalisé aux malades, des actions de prévention auprès de tous les publics, grand public, enfants, professionnels, sportifs, à organiser ce nouveau souhait. Donc, chaque personne peut nous demander de faire une action, par exemple auprès d'une école. Donc, il est facile de former des petits qui vont ensuite, eux, pouvoir former leurs parents. Donc, comment enlever une tique, de quelle façon, pourquoi ne pas la toucher, etc. Donc, que ce soit n'importe quelle association, vous pouvez nous solliciter. L'année prochaine, notre objectif est justement de former les écoles. L'association collabore avec différents médecins et groupes de médecins français et internationaux qui lui apportent leur confiance. France Lyme fait partie des associations fondatrices de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tique, créée en septembre 2015. Donc France Lyme Bourgogne existe depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus du tout la date exacte. Et nous faisons beaucoup de prévention en tenant des stands un petit peu partout en Bourgogne, mais bon, surtout sur Châlons et la région, parce que la majorité des gens qui font partie de l'association sont des locaux. Mais si on nous a demandé d'aller à Nevers, nous sommes allés à Nevers former des élèves qui présentaient les sujets au bac, par exemple. Voilà. Donc je vais laisser la parole à soit Monsieur le maire, soit Armelle, qui est notre trésorière France Lyme nationale. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire de nous donner l'opportunité de mettre de la lumière sur la problématique des maladies vectorielles à tique. C'est un vaste sujet. On va essayer, grâce au professeur Perron, de vous apporter quelques éclairages aujourd'hui. Un immense merci à Annie. C'est grâce à des bénévoles comme elle qu'on arrive à avancer sur le terrain. Nous en avons besoin. Si vous avez envie de vous mobiliser, surtout n'hésitez pas. Ça peut être 1 heure par semaine, 1 heure par mois, 1 heure par trimestre, peu importe. Si vous avez la possibilité de nous donner un peu de temps, que vous soyez malade ou que vous ne le soyez pas, c'est extrêmement important. Et un immense merci à elle d'avoir eu le courage, malgré les douleurs, les difficultés, d'avoir pu organiser tout ça. Et puis enfin, un très grand merci au professeur Perron pour son dévouement inconditionnel sur les maladies vectorielles à tique. Voilà.
Mesdames, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, je dirais quelques mots très rapides, simplement pour avoir le plaisir, Professeur, de vous accueillir à Chalon-sur-Saône. Je peux attester que les représentants régionaux, et notamment chalonnais, de l'action que vous défendez ensemble sont particulièrement actifs, puisque c'est vous, Madame, qui, la première, est venue me trouver, je crois que c'était dans le cadre du maire en direct, à l'hôtel de ville, pour qu'on puisse évoquer ensemble cette question. Il nous a semblé naturel d'apporter notre concours à la cause que vous défendez, parce que, comme bien souvent, en matière médicale ou paramédicale, il faut d'abord faire tomber un certain nombre de barrières, parler, rendre compte, informer, avant de pouvoir véritablement répandre les moyens, peut-être, je le souhaite en tout cas, d'une amélioration de la santé des personnes. Et il me semble que c'est du rôle des collectivités que de permettre matériellement, bien évidemment, que ces expressions puissent se tenir. Et c'est tout l'enjeu, professeur, de votre présence aujourd'hui à Chalon. J'imagine aisément que les personnes qui sont dans la salle sont chalonnaises, mais bien au-delà de Chalon-sur-Saône également, qu'elles sont venues chercher de l'information. Et je crois, on en a souvent parlé ensemble, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser, et je le redis, vous êtes très présente sur le terrain, que le premier atout qu'on puisse vous offrir, et les collectivités sont là pour ça, c'est de donner la possibilité de répandre l'information. Je remercie également la presse qui est là, parce que son rôle n'est pas négligeable en la matière, et je suis certain, quoique mes obligations m'empêchent de rester jusqu'à la fin, que la soirée sera particulièrement instructive, et qu'elle sera peut-être, en tout cas c'est mon souhait, un point de départ pour une reconnaissance plus large de ce combat que vous menez au bénéfice de tous, au bénéfice de l'intérêt général. En tout cas, si la ville de Chalon-sur-Saône a pu y contribuer, même modestement, alors elle en sera satisfaite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre soutien. Merci à Annie et à tous les bénévoles de France Line. Donc, effectivement, je suis ici pour vous parler des données scientifiques. Moi, tout ce que je dis, j'ai des références scientifiques, donc je suis très à l'aise. Vous parlez des nouvelles recommandations françaises qui ont été très décriées, principalement par des collègues, ce que j'ai trouvé très triste, qui avaient même participé aux recommandations, qui étaient d'accord sur le texte jusqu'à la dernière réunion, qui après on cherchait à tout mettre à la poubelle. Ça bouge énormément, toutes les publications scientifiques vont dans l'autre sens. Encore la semaine dernière, la Société américaine de maladies infectieuses, qui est à l'origine du déni mondial, a même écrit un article en disant bah oui, finalement, la sérologie de Lyme, c'est pas aussi. Ça n'a pas l'air terrible, on ne savait pas à l'époque. Donc, je suis assez confiant, la science est avec nous, ça va avancer. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais commencer la présentation, puis après, on pourra débattre. Donc ici, vous avez la Borrelia, cette fameuse bactérie spiralée, qui est dans la faune active, qui peut courir très vite, mais quand elle était agressée, il y a des conditions physico-chimiques qui changent dans l'environnement, qu'elle est agressée par les antibiotiques, elle va se mettre sous forme arrondie, persistante, elle va pouvoir survivre dans les tissus, échapper aux antibiotiques, au système immunitaire, et se réactiver. C'est pour ça que les malades souffrent souvent d'une évolution cyclique de leurs symptômes. Ce qui est très important, c'est de savoir que toutes les maladies vectorielles à tiques, il n'y a pas que Lyme, qui sont prouvées de façon formelle par des tests qui ne sont pas décriés. On sait que 3 fois sur 4, les gens n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique, parce qu'il y a des bébés tiques qu'on appelle les nymphes, qui peuvent faire 2-3 mm, qui vous piquent dans les cheveux, dans un pli, vous ne les voyez pas, ils se décrochent et vous ont contaminé. Et ça, c'est très important parce que j'ai des collègues parisiens qui ont publié dans un journal international une revue de 300 malades récemment. Ils disaient, si vous n'avez pas été piqué par un tique, si vous n'avez pas l'hérité migrant, si vous n'avez pas la sérologie, ELISA positive, Western positif, si vous n'êtes pas guéri au bout d'un mois, vous n'avez pas Lyme. Ce genre de propos est totalement scandaleux d'un point de vue scientifique, ça ne repose sur rien. Tout ça, c'est basé sur des publications internationales. Alors, pourquoi ça s'appelle maladie de Lyme? C'est une petite ville à l'embouchure du fleuve Connecticut, à peu près à 150 km de New York. Et c'était décrit il y a plus de 30 ans. Une grosse épidémie où tous les gamins avaient des énormes articulations dans les écoles. Ils pensaient que c'était une nouvelle maladie régionale. Ils ont mis 10 ans avant de reconnaître que c'était infectieux. Mais en fait, on s'aperçoit que cette maladie était présente depuis la nuit des temps. Et que des cliniciens, médecins en Suède, en Allemagne, en France, avaient décrit les formes cliniques de la maladie depuis la fin du 19e siècle.
Mais le dermato décrivait des anomalies cutanéatiques, le neurologue décrivait des méningites, des paralysies atiques, le psychiatre décrivait des pholies atiques, et le rhumatologue décrivait des rhumatismes atiques, mais personne n'avait fait l'unité. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la Borrelia, parce que le nom s'appelle Borrelia, le nom de la bactérie, il y a des dizaines d'espèces différentes de Borrelia qui sont connues depuis les années 20 et beaucoup de ce qu'on appelle les fièvres récurrentes, qui sont des causes très très fréquentes de fièvre en Afrique, partout dans le monde, et qu'il n'y a pas que la maladie de Lyme. Alors quand on dit que c'est une maladie récente, il y a un brave gars qui a été tué par une flèche à plus de 5000 ans, il est tombé dans une crevasse, c'est le seul gars de l'époque, on l'a retrouvé congelé. Il avait la maladie de Lyme, une maladie très proche. Donc quand il y a des gens qui disent, vous savez, le Lyme, on fait tout un plat, c'est une maladie très rare, qui est très peu présente en Europe, le seul gars qu'on a trouvé congelé il y a 5000 ans, il avait le Lyme. Bon, c'est bizarre, hein, c'était le seul, on connaît. Alors, comme je vous disais, la piqûre de tique, 3 fois sur 4, on ne s'en souvient pas. Et cette tache rouge, je vais vous montrer quelques autres photos pour que vous ayez bien ça dans la tête quand vous rentrez de vos promenades. Cette auréole circulaire, surtout ce qui est important, c'est qu'elle soit centrifuge autour de la piqûre de tique. C'est spécifique de la maladie, donc si un médecin voit ça, vous pouvez aller le voir, il est tenu de vous donner 2 semaines d'antibiotiques. Il est tenu. C'est pas peut-être que, non, on va faire un test sérologique, une prise de sang. C'est quasiment interdit de faire la prise de sang à ce stade. Là, il n'y a aucune polémique, c'est publié et recommandé par les autorités françaises, américaines depuis des décennies. On traite, on ne discute pas. Et maintenant, je commence à m'énerver un petit peu parce que je vois, j'ai encore vu la semaine dernière, une infirmière dans l'hôpital qui avait sa gamine avait un bel érythème migrant, elle va voir son médecin qui dit non, le Lyme ça n'existe pas, vous m'embêtez, elle va voir le dermatologue qui dit non, le Lyme ça n'existe pas. Moi je dis maintenant, ces médecins, il faut les dénoncer au Conseil de l'ordre, dire qu'ils font de la mauvaise pratique médicale, ils sont tenus de, en plus maintenant les gens prennent en photo avec leur smartphone, il n'y a pas de discussion possible. Alors là, vous avez quelqu'un qui a été piqué dans le nombril. Ici, un enfant qui a été piqué entre les cuisses. Ici, c'est un monsieur, alors c'est derrière l'oreille, c'est un aspect un petit peu plus en bourrelet. Donc voilà, c'est ce que je disais, l'antibiotique, c'est au moins 2 semaines sans faire de sérologie. Alors il y a des aspects un petit peu atypiques, c'est pas toujours rose, ça peut être un peu violet. Normalement, ça démange pas, c'est indolore, mais quelquefois ça peut brûler, ça peut démanger. Quelquefois il y a des petites vésicules, quelquefois c'est tout petit, il y a des érythèmes migrants qui font la taille d'une pièce de 2 €. Et ce qui est important, c'est le caractère centrifuge. L'autre signe caractéristique, je vous montre quelques signes caractéristiques, il n'y en a pas beaucoup. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a comme ça une boule rouge au bout de l'oreille, vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez une maladie de Lyme, ah bon. Oui, ça c'est typique, il n'y a pas d'autre diagnostic. Si on biopsie, on fait un prélèvement, on trouve des biofilms bourrés de Borrelia. Alors je ne vais pas vous faire, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, je ne vais pas vous faire tout un cours de médecine, et c'est pour vous dire que la maladie de Lyme peut donner un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Bon, un classique, c'est la paralysie faciale, qui est une manifestation assez fréquente. Alors, comme souvent, les tests sont négatifs. Je ne dis pas que toutes les paralysies faciales sont des Lyme, mais il y en a quand même probablement beaucoup plus que ce qui est dit par les tests sanguins. On dit que c'est un coup de froid, donc en médecine, quand on ne comprend pas, on parle latin, on dit c'est affrigoré, c'est bien un coup de froid. Mais moi, personnellement, je ne crois absolument pas au coup de froid comme cause de ces paralysies faciales. C'est des maladies infectieuses qui doivent être traitées comme telles. Là encore un aspect caractéristique, parce que là, il n'y a pas d'autre diagnostic possible. Ça, c'est une maladie de Lyme, c'est publié, c'est officiel. Ça s'appelle l'acrodermatite chronique atrophiante. Les médecins en ont beaucoup comme ça dans leur consultation, des personnes, plutôt des personnes âgées, mais quelquefois plus jeunes, qui ont la peau qui devient un peu cartonnée, transparente, on voit des varicosités en transparence, plutôt au monde inférieur, plutôt au monde supérieur. Là, c'est pareil, ça ne peut pas être un autre diagnostic. Alors finalement, parce que je ne peux pas faire toute la médecine ce soir, maintenant la maladie de Lyme, on l'appelle, comme on appelait la syphilis autrefois, la grande simulatrice, alors qu'elle peut simuler toutes les situations médicales. Et c'est ça qui est très compliqué pour le médecin, parce que moi je ne jette pas du tout la pierre au médecin, la maladie de Lyme c'est très compliqué à appréhender. Alors le fond commun des Lyme, entre guillemets, je ne parle pas de la forme aiguë, mais après quand ça traîne, c'est la fatigue et les douleurs.
Alors tout le monde est un peu fatigué, un peu mal, donc c'est ça qui est compliqué. Il y a des Lyme bénins. Je rassure, quand vous êtes piqué par une tique, toutes les tiques ne sont pas contaminantes. Il y a des gens qui font des maladies Lyme tout à fait bénignes, qui guérissent toutes seules. Il y a des gens qui guérissent rapidement sans antibiotiques. On s'intéresse surtout aux formes graves, mais le fait qu'il y ait des formes bénignes ne doit pas faire nier les formes graves qui peuvent être gravissimes. Alors la fatigue peut être totalement invalidante, des douleurs qui peuvent être extrêmement intenses, migratrices. Alors souvent le médecin, il croit ou il n'y croit pas, parce que ça ne se mesure pas avec une machine. Et dans la médecine moderne, on tente à soigner des choses prouvées par des machines. On dit, bon, c'est le stress, c'est psy, quoi. En gros, c'est psychosomatique. Moi, ce qui m'a convaincu depuis très longtemps que c'est pas psy, c'est quand les malades sont guéris, ils arrêtent de se plaindre. C'est pour moi le meilleur signe que c'est pas psy, parce que j'ai des gens pendant 15 ans, ils ont souffert le martyre, ils m'ont dit on me brûlait la peau, faire un repasser, on me plantait des couteaux dans le dos, on me broyait les os, et mon médecin ricanait en disant que c'était dans ma tête ou que c'était le stress du boulot. Et le jour où ils ont rencontré par hasard un médecin Lyme qui les a guéris en quelques mois, ils ont dit c'est pas possible que j'ai vécu 15 ans d'enfer comme ça. Et maintenant ils arrêtent de se plaindre, ils sont repartis travailler, s'occuper de leur famille, donc ça m'a franchement convaincu qu'on met le psychosomatique à toutes les sauces et ça devient odieux, je pense, pour beaucoup de malades. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une composante psy dans beaucoup de maladies, mais là, on exagère. En plus, quand la maladie évolue, il y a toujours des signes objectifs qui apparaissent à un moment ou à un autre. Et la maladie de Lyme, ça touche toujours, en général, plusieurs types d'organes. Vous allez avoir des problèmes cardiaques, le cœur qui déraille un peu, des problèmes neurologiques, vous allez faire une méningite, puis une paralysie ou une névralgie, vous allez faire des troubles visuels, des problèmes articulaires, quelquefois psychiatriques, ça peut arriver. Et le pauvre médecin, il est un petit peu perdu parce que tous ces signes, même s'ils sont objectifs, qu'il peut les constater lui-même, les voir sur une imagerie, une IRM, un électrocardiogramme, il peut les voir dans d'autres maladies. Il n'y a rien de spécifique. Donc c'est très difficile. Et puis ça peut simuler toutes les maladies auto-immunes. Ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, ce sont les maladies qu'on n'explique pas bien, le corps se retourne contre lui-même. Alors il y a toute une liste officielle, vous savez, la thyroïdite d'Hashimoto, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, il y en a plein. La maladie de Lyme peut les simuler tout à fait. Donc finalement, c'est pas facile pour le malade et pour le médecin aussi. Parce que comme on va voir qu'aujourd'hui on n'a pas de bon test diagnostic, on a des signes qui sont soit subjectifs, soit pas caractéristiques. Et pourtant il y a beaucoup de publications qui montrent que la maladie de Lyme peut être la cause ou un cofacteur de beaucoup de maladies chroniques, auto-immunes, dégénératives. Alors quand je dis que la sérologie de Lyme n'est pas bonne, vous savez que c'est une polémique énorme en France, parce qu'il y a le centre de référence de Strasbourg continue à dire que leur test est fiable à 100%, mais il n'y a plus qu'eux qui le disent. Malheureusement, ils sont suivis par beaucoup de médecins de sociétés savantes qui n'ont même pas pris la peine de lire les publications scientifiques, c'est ça qui est triste. Et on nous oblige à faire depuis des décennies le fameux test en 2 temps. Alors, si vous avez vécu un parcours Lyme, quand on vous fait un test de Lyme, on fait une prise de sang pour chercher les anticorps. Le test de première ligne s'appelle ELISA. Et puis s'il est négatif, on vous dit ciao, vous n'avez pas Lyme, circulez, on n'a pas le droit de vous faire d'autres tests, vous êtes pas malade. Et puis si c'est positif, on doit vous confirmer par un autre test qui s'appelle Western blot. Cette façon de faire est attaquée dans les publications scientifiques depuis très longtemps. Le Haut Conseil de la Santé publique a émis un rapport, donc le Haut Conseil de la Santé publique, c'est tout à fait officiel en France, il a émis un rapport en 2014. Moi, je n'étais pas dans le groupe, donc on ne peut pas dire que j'ai influencé le groupe. Il y avait des experts très sérieux, comme le professeur Berge, qui était le doyen de la faculté Necker à Paris, qui dirige maintenant l'Institut Pasteur de Lille. Il y avait des scientifiques de haut niveau. Ils n'étaient pas forcément spécialistes de Lyme, forcément, mais le centre de Strasbourg n'était pas dans le groupe, je crois que ça valait mieux d'ailleurs. Et ils ont dit, mais c'est quoi cette salade, tous ces tests, c'est pas validé comme il faut. Ils l'ont écrit. Ils ont eu le courage de l'écrire. Et ils avaient même écrit à l'époque, comme tous ces malades en errance, il n'y a pas de bon test. Si le médecin a élimine un autre diagnostic, au moins, il doit leur proposer un traitement antibiotique d'épreuve pour ne pas les laisser comme ça à l'abandon. Donc vous voyez, c'était déjà décrit en 2014 dans un texte officiel. Ça n'a pas été suivi.
Après, quand on dit que la sérologie n'est pas bonne et que vous allez entendre, parce qu'il y a, malheureusement, c'est avec Strasbourg et puis les sociétés savantes font des formations en médecins maintenant dans toute la France, qui leur disent que le test est fiable à 100%, que si vous avez la sérologie négative, vous n'avez pas l'AIE. C'est un mensonge, j'ai honte pour eux. Et d'ailleurs, le CDC européen, qui est le Centre de surveillance des maladies, a publié en avril 2016 tout un rapport en disant oui, alors tous les centres de référence, les fabricants vous annoncent des tests excellents, 95-100% de sensibilité, mais attention, tous ces tests sont calibrés sur des populations qui ne sont pas correctement définies, parce que je ne veux pas faire trop de technique. Et la machine ELISA, c'est pas la machine qui est bête, la machine automatique marche très bien. Quand vous faites un test ELISA, vous devez calibrer votre machine sur 100 malades, vous êtes sûr que c'est des malades, et 100 témoins. En général, on les prend à la banque du sang, on est sûr qu'ils sont témoins, qu'ils ne sont pas malades et pas porteurs de la bactérie. Donc pour le VIH, c'est facile à faire, on peut cultiver le virus si on veut vérifier. Pour le Lyme, c'est impossible à faire. Personne n'est capable, dans une population donnée, de dire qu'il y a un Lyme ou pas. Vous avez mal, vous êtes fatigué, vous avez un peu de problème cardiaque, articulaire, il y a plein de gens qui ont ça, c'est pas forcément des Lyme. Donc, au lieu d'avoir l'honnêteté de dire on ne sait pas calibrer tous ces tests, c'était calibré de façon arbitraire. Et comme à l'époque, ils étaient convaincus, j'espère qu'ils étaient convaincus que c'était une maladie rare, ils ont dit bon, il ne faut pas dépister plus de 5% dans une population donnée. Donc, tous les tests étaient calibrés sur les donneurs de sang, parce qu'on ne pouvait pas les calibrer sur des malades, on ne savait pas qui étaient malades. Alors quand j'ai dit ça, les gens hurlaient, je disais n'importe quoi, mais j'ai la preuve scientifique, je fournis la référence à ceux qui la veulent. Alors, ensuite, quand des gens en France continuent à dire, même dans les formations médicales, que le test sérologique est très fiable, ils peuvent dire, il y en a d'autres, je n'ai pas pu citer toutes les publications, mais la méta-analyse de Cook et Puri, qui sont deux chercheurs de l'Imperial College à Londres, qui ont repris tout ce qui était publié, ils ont fait un travail très sérieux, ils ont pris des publications, le Lyme a été prouvé d'une autre façon, ils ont montré que les tests sérologiques, et que pour Borrelia burgdorferi, puisqu'on sait qu'il y a d'autres Borrelia qui ne sont pas du tout repérés par les tests, que le test était inférieur à 60%. Donc continuer à dire que la sérologie Lyme est fiable à 100%, je dis c'est un mensonge, et si un expert, un médecin vient de vous dire ça dans une salle, vous le jetez dehors en disant que c'est un imposteur. Maintenant, tant pis, je dis des mots un peu forts, mais c'est pas possible que des malades continuent de souffrir à cause de gens qui racontent n'importe quoi, qui ne relaient pas ce qui est publié dans des publications scientifiques sérieuses. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un groupe qui s'appelle Yukaber qui s'est autodissous l'année dernière, peut-être qu'ils n'étaient pas très fiers de leur travail, qui avait été créé par les Américains en Europe pour imposer cette façon de faire avec le verrouillage à 5%. Vous avez la référence scientifique ici, c'est publié, c'est pas moi qui le raconte. Et au mois de juillet dernier, je suis allé à l'agence du médicament, ça avait l'ANSM, pour leur demander comment ils allaient faire, parce que la ministre les a chargés de calibrer tous les tests commercialisés en France, les anciens, les nouveaux, parce que la ministre a dit comme ça, tout sera nickel, on va revoir tout ça. Et je suis allé les voir pour dire, mais comment vous faites? On me demanderait de calibrer ces tests, je suis incapable de le faire, parce que personne n'est capable de le faire. Et ils m'ont dit, ben oui, c'est très simple, on se fait envoyer par la banque du sang les poches, ils ont des petits échantillons qui correspondent à chaque poche, des tests repérés positifs pour Borrelia, puis on compare avec les nouveaux kits des fabricants. Mais comment vous savez que ces poches sont positives? Ah ben on prend le test de référence de sérologie Strasbourg. Alors là, je veux dire, heureusement j'étais assis, sinon je serais tombé par terre. Que ce test qui est très mauvais sert de référence nationale, c'est très choquant. Donc, quand je leur ai fait part de mes doutes, ils m'ont dit non, on est d'accord avec vous, mais on n'a pas les moyens de faire autrement. Alors, quand aussi il y a des collègues, notamment à l'Académie de médecine, qui ont dit oui, on fait trop de bruit, c'est la Lyme mania, on agite les médias, on fait peur aux gens. Là encore, il faut qu'ils lisent les publications. Je n'ai pas mis les références sur cette diapo parce que j'avais simplifié, mais je peux vous donner toutes les références si vous voulez. Maintenant, on sait que la maladie est présente sur tous les continents. Quand on regarde les chiffres français, il y a plus de 10 ans, on était à 5 cas par 100 000 habitants, maintenant on est à plus de 50 000. Aux États-Unis, c'est pareil, on est passé de 300 000 à 380 000. Ça a beaucoup augmenté. Actuellement, le record, c'est le sud de la Pologne. En quelques années, c'est multiplié par 32.
Surtout, vous savez, quand vous étiez aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, je me souviens, j'étais à une conférence aux États-Unis il y a 3-4 ans, des médecins disaient « Oui, non, mais vous étiez dans le Colorado, en Californie, au Texas, donc il n'y a aucun risque, il n'y avait pas de Lyme. » Évidemment, on ne cherchait pas la borrelia dans les tiques ni chez les humains, parce que c'était des zones soi-disant sans Lyme. Donc maintenant qu'on les recherche, on en trouve, et maintenant, officiellement, c'est publié. Les USA ont reconnu que les 50 États, y compris Hawaï, étaient touchés. Et c'est pareil, moi j'avais des collègues de Marseille il y a 2 ans dans une réunion tout à fait officielle à l'INSEAD qui disaient ben non, au sud d'Avignon il n'y a pas de Lyme, c'est impossible. Ou encore s'il n'y a pas de Lyme, moi ça m'a toujours fait rire parce que avec des médecins de Marseille et des Bouches-du-Rhône, ils voyaient beaucoup de malades avec piqûres de tique, arrêtés de migrants et tout ça. Et maintenant c'est officiel, toutes les régions de France sont touchées. On commence à avoir le même débat dans les DOM, département d'outre-mer, parce qu'en la Réunion, ils disent non, il n'y a pas de Lyme, il n'y en a nulle part, sauf quand on leur met le nez dessus. Et en Grande-Bretagne, les paralysies faciales liées à Lyme, c'est une publication récente. En 3-4 ans, même soit 3 ans, ça a augmenté de 43%. Donc, le Lyme, ça n'existe pas, c'est une maladie rare. Il y a quelques uluberlus qui font peur à tout le monde. Et je dis, lisez les publications internationales. Alors, ce qui est compliqué, comme je vous le disais, il n'y a pas que Borrelia burgdorferi, M. Burgdorfer. On a découvert par la suite qu'il y avait beaucoup de Borrelia. Je vais vous passer tous les noms latins, parce qu'il y en a des dizaines, je vous en cite quelques-uns. Alors, en Europe, maintenant, on cherche 3 espèces dans les tests, pas partout, mais habituellement. En fait, il faudrait en chercher une dizaine ou une vingtaine, mais elles ne sont pas incluses dans les tests, donc si ce n'est pas recherché, il n'y en a pas. Et il y a des espèces de découvertes récentes, et je vais surtout insister sur Miyamotoi. Alors, elle a un nom japonais parce qu'elle a été découverte chez les rongeurs au Japon il y a une vingtaine d'années, puis après on l'a découverte chez des humains aussi, puis en Hollande, au Canada, aux États-Unis. En France, il m'avait dit à Strasbourg, on s'en fiche parce qu'il n'y en a pas en France. Alors après, manque de chance pour eux, les chercheurs de l'INRA à Maison-Alfort, près de Paris, à l'école vétérinaire, on en trouvait dans les tiques en France, en Alsace, dans les Ardennes, même des forêts près de Paris. Alors, ils n'ont pas cherché trop de forêts, mais toutes les forêts, ils en ont cherché, ils en ont trouvé. Et donc, ils ont dit, oui, mais on s'en fiche, on n'a pas chez l'homme. Moi, je fais un travail avec un laboratoire vétérinaire, parce que les labos vétérinaires sont bien plus avancés que les laboratoires de biologie médicale. C'est pour ça qu'ils sont attaqués par l'Agence du médicament en ce moment, entre parenthèses. On les menace de fermeture. On trouve plus de Miyamotoi chez les malades en France que de Burgdorferi. Bon, c'est sûr qu'on va me dire que c'est n'importe quoi, que c'est des faux positifs, on a l'habitude de la chanson. Alors en plus, ce qui est compliqué chez ces malades qui ont un syndrome chronique qui dure comme ça, on sait très bien maintenant par des publications scientifiques qu'il n'y a pas que la Borrelia, il y a d'autres microbes, je vais vous passer aussi tous les noms latins, Anaplasma, Bartonelle, Ehrlichia, etc. Et là encore, ce sont des labos vétérinaires qui ont fait faire des progrès, parce que Muriel Vessier-Tossa, qui est chercheuse à l'INRA, avait montré il y a quelques années sur des sérums humains, que trouver des Bartonelles, qui sont des bactéries bien connues en médecine humaine. On les connaît notamment pour la maladie de grippe du chat, mais en médecine humaine, on connaît que 2 espèces. Et là, on en a trouvé au moins 4 ou 5 qui étaient d'origine animale, qui étaient inconnues chez l'homme jusqu'à présent. Donc on est en train de se rendre compte, maintenant qu'on développe des nouveaux outils diagnostiques, on trouve chez l'homme des bactéries qui n'étaient pas connues par les biologistes humains, qui étaient connues depuis longtemps des biologistes vétérinaires. Et Ehrlichia mycorrhizis, moi j'aimerais bien qu'on s'y intéresse. Il n'y a pas de labo qui s'y intéresse en France. On l'a trouvé dans plusieurs pays européens, chez des gens qui avaient des lymphoses, des cancers des ganglions, des maladies auto-immunes. On sait qu'elle existe, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas de test. Et on trouve en plus des bactéries, des parasites. Et si vous habitez à la campagne, votre chien, votre chat, votre vache, elle a la pyro, la pyroplasmose, tout le monde connaît, le chien qui pisse rouge, les vétos connaissent par cœur. L'homme est atteint. Alors chez l'homme, on connaît que la forme grave de l'immunodéprimé qui est une forme extrêmement grave, mais on ne savait pas jusqu'à présent que beaucoup de gens qui ont des soi-disant des Lyme chroniques peuvent aussi avoir des parasitoses de cette espèce qui ressemble un peu au palu. Et c'est pour ça que souvent les malades qui ont un syndrome chronique réagissent aussi bien, voire mieux aux antiparasitaires qu'aux antibiotiques. Donc il faudrait développer des nouveaux tests de détection.
Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, ce qu'on appelle PCR en anglais, c'est la réaction de polymérisation en chaîne. C'est comme une machine à tricoter qui va vous amplifier l'ADN d'une bactérie qui est présente en très faible quantité. Ce sont des tests qui sont en cours d'évaluation, surtout par les labos vétérinaires. Malheureusement, la sensibilité n'est pas encore très bonne parce qu'on trouve un germe une fois sur 5, pas plus. Peut-être qu'on va améliorer ces techniques. Et puis, il y a ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Il y a un protocole officiel qui a été démarré avec l'Agence nationale de recherche, l'ANR, avec l'Institut Pasteur, pour essayer de trouver des nouveaux microbes. Et c'est confirmé dans les publications scientifiques qu'il y a beaucoup plus de piqûres de tiques aujourd'hui qu'avant. Beaucoup plus de tiques déjà dans la nature qu'avant. Alors il y a le réchauffement climatique sûrement. On pense aussi qu'il y a eu la disparition d'espèces animales prédatrices. Et moi j'ai discuté avec des forestiers dans les Vosges ou ailleurs qui me disaient il y a 20 ans, ils voyaient une tique de temps en temps. Maintenant, dès qu'ils mettent un doigt de pied dehors, ils en ont une vingtaine qui leur grimpent dessus avec des petites nymphes de 2 mm. Alors, quand on regarde tout ce que contiennent ces tiques, ça c'est des études françaises récentes qui montrent qu'on trouve énormément de bactéries, de parasites qui peuvent donner des maladies chez l'homme dans les tiques. Bonsoir, monsieur Trouillard. Et vous voyez, il y avait, je ne vais pas vous donner tous les noms latins, et même des mini-bactéries que vous ne connaissez pas qui pourraient perturber nos mitochondries, qui nous aident à métaboliser l'oxygène dans nos cellules. Donc il est possible qu'on découvre des nouvelles maladies ou des nouveaux mécanismes de maladies à partir de tous ces germes. Et comme la plupart de ces germes, je vous rassure tout de suite, il y a 0 test diagnostique. Donc ça n'existe pas, donc les malades vont en psychiatrie, bien entendu. C'était pour moi évident. Alors voilà l'histoire des animaux. Moi je ne suis pas chasseur, je ne dis pas de chasseur français, mais on m'avait envoyé cet article il y a quelques mois. Et ça m'avait frappé parce que ça montre que beaucoup d'espèces animales, peut-être pas toutes les espèces, mais beaucoup d'animaux ont disparu en 20 ans, peut-être à cause de l'agriculture intensive, des pesticides, mais il y a des batraciens, des serpents, des oiseaux, des rongeurs qui ont disparu. Et ça pourrait peut-être expliquer en partie la prolifération des tiques qu'on constate aujourd'hui. Alors, résultat des courses, comme le médecin n'y comprend rien, souvent ça se termine en psychiatrie, et ça c'est dramatique parce que les médecins qui font du Lyme, on passe notre temps à sortir des gens de psychiatrie, des gamins qui sont retirés de force par un juge, leurs parents, en disant que le gamin il est malade à cause de la maltraitance de ses parents, alors c'est des parents qui sont super dévoués, et c'est des problèmes humains absolument dramatiques. Alors qu'on peut guérir ces gamins quelquefois, parce que souvent les gamins ils réagissent mieux que les adultes, ils guérissent plus rapidement statistiquement, donc en quelques semaines, voire quelques mois. Et ça, pour moi, ça devient totalement insupportable. Et c'est pour ça qu'avec un groupe d'experts internationaux, on a dénoncé la violation des droits de l'homme à l'ONU et à l'OMS. On a fait 2 rapports auprès de rapporteurs spéciaux de l'ONU pour dire qu'un petit groupe d'experts corrompus entretenait dans le monde une vision totalement stupide de la maladie de Lyme et qu'à cause d'eux, les gens n'avaient pas accès au diagnostic, n'avaient pas accès au traitement, se faisaient envoyer en psychiatrie. Moi, je peux vous dire qu'il y a des adultes qui ont été enfermés contre leur gré, qui ont passé des années absolument épouvantables, et maintenant qu'ils sont guéris, ils travaillent à 100%, ils s'occupent de leur famille, ils ont retrouvé une vie tout à fait normale. Et pour les gamins, c'est encore pire. Alors, pour les médecins qui sont ici, j'avais envoyé les malades en psychiatrie au minimum. Faites quelques examens, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous montrer qu'avec selon les signes cliniques, bien sûr, on ne va pas tout faire à tout le monde. Il faut graduer, faire les examens, mais on peut faire quand même des examens complémentaires qui permettent de montrer que les personnes ont des anomalies objectives. C'est une anomalie des lymphocytes, c'est une anomalie dans le liquide cérébrospinal quand on fait la fonction lombaire, c'est des trucs cognitifs, ça se mesure avec des tests reconnus internationalement. Si une IRM ou des taches dans le cerveau, c'est pas inventé par le malade, ça peut ressembler à la sclérose en plaques, mais c'est pas toujours des scléroses en plaques, etc. Si on fait tous ces tests, déjà, on peut se dire, tiens, je ne comprends pas grand-chose. Ça m'arrive, quand on m'a dit qu'est-ce que j'ai, quelque chose, je ne sais pas honnêtement, parce que c'est pas sûr que ce soit Lyme, c'est peut-être d'autres microbes, mais on n'a pas les outils aujourd'hui. Il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on ne sait pas tout, mais au moins de ne pas envoyer des gens en psychiatrie parce qu'on ne comprend pas. Ça,
C'est le béaba pour moi comme médecin. Alors je vais pas vous détailler toutes les études parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui analysent les traitements. Parce que pour les médecins, vous avez vu, mes collègues ont dit, ça y est, maintenant la messe est dite, des études ont démontré que le traitement prolongé par antibiotiques de la maladie de Lyme ne servait à rien. Alors là, c'est totalement faux, parce qu'il y a beaucoup d'études, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méthodologie en médecine. Bon, si un médecin dit, voilà, j'ai soigné 100 malades, 200 malades, j'en ai guéri 30%, j'en ai amélioré 80%, on va dire, bon, c'est très joli, vous pouvez éventuellement publier dans un journal qui n'est pas forcément de très bon niveau. On va vous dire, bon, tout ça, il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de placebo, donc votre effet que vous montrez, les psychosomatiques, c'est un effet placebo. Donc déjà, l'effet placebo, pour moi, c'est 20%, 30% quand il fait beau, mais un effet placebo à 80%, je ne connais pas beaucoup, mais enfin, on nous met ça dans les pattes à chaque fois. Parce qu'il y a d'autres maladies où, quand on a guéri 80% des malades, c'était accepté tout de suite, il n'y a pas besoin de placebo. Mais pour le Lyme, bon, il faut un placebo, ok. Après, il y a eu des études contre placebo. Il y en a eu 2 bien faites sur des critères très précis qui montrent un net avantage de l'antibiotique par rapport au placebo, mais les traitements étaient très courts. Du coup, après, les groupes de patients se sont rejoints. Ça n'a pas vraiment convaincu. Il y a eu 2 études, malheureusement publiées dans un des plus grands journaux médicaux, mais qui appartient à l'Université de Boston, qui héberge la Société américaine des maladies infectieuses et qui a touché des millions de dollars pour le Lyme, et ces études ont été conçues pour ne rien montrer. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans la méthodologie, si vous le voulez, pour les médecins, je pourrais vous le détailler. Ces études ont été pour moi honteuses, et elles se sont limitées à 3 mois, parce que je sais que pour la première étude, quand ils avaient prolongé à 4 mois, ils voyaient des différences, donc ils se sont pressés d'arrêter. Mais quand mes détracteurs disent qu'il n'y a aucune étude qui a montré, il y a 0 étude dans la littérature scientifique contre placebo qui va au-delà de 3 mois. Et pour moi, 3 mois, ce n'est pas suffisant chez les malades chroniques. En plus, ils n'ont jamais pris en compte les aggravations initiales. Ce qui est grave, hein. Toutes ces études ont été faites par des médecins qui n'ont jamais vu un Lyme chronique, c'est pas possible parce que les Lyme chroniques, vous savez que s'il y a des malades dans la salle, 3 fois sur 4, vous vous aggravez avant de vous améliorer. À 3 mois, des gens sont quelquefois encore en train de s'aggraver, pas sur tout, mais sur certains symptômes. Donc à 3 mois, il y a des gens qui me disent c'est génial, docteur, je suis presque guéri, il me saute au cou, ça c'est 20%. Il y en a 20% au contraire qui me disent c'est épouvantable, je suis bien pire qu'avant le traitement. Et puis les autres vont dire bof, bof, c'est pas terrible, il y a des choses qui vont mieux, mais d'autres choses qui vont moins bien, le cœur va mieux, mais les articulations vont moins bien. Il faut attendre encore 1 mois ou 2 pour vraiment voir le bénéfice. Donc cette date limite de 3 mois a été choisie à mon avis exprès, mais elle n'est pas bonne du tout pour évaluer un traitement de ce type. Donc si on vous dit c'est évalué, circulé, il n'y a rien à voir, il faut dire non, il n'y a jamais eu d'études. Il n'y a pas eu de financement, parce que des études comme ça, moi j'en ai écrites il y a pas mal d'années pour avoir des sous, et on m'avait dit on ne donne pas d'argent pour une maladie imaginaire. Donc après, c'est les mêmes qui me disent mais tout ce que tu racontes c'est bien joli, c'est pas prouvé. C'est les mêmes dans les commissions qui refusent le financement quand on veut le prouver, au passage. Alors là je vais vous faire grâce de toutes ces publications, c'est pas pour vous les commenter, c'est pour les... Parce que quand à l'Académie de médecine, encore plusieurs fois dans les articles absolument honteux ces derniers mois, il y a 0 publication dans les scientifiques qui disent que le Lyme chronique existe. J'ai attendu les gars, arrêtez votre discours, changez de lunettes, c'est plus possible parce que les publications, moi j'en ai à l'appel. Je vous en ai, mais je ne vais pas les détailler. Mais la persistance des symptômes, vous voyez, il y a déjà 6 publications. On va dire, bon, les symptômes, on s'en fiche, on veut des choses dures de la science, la microbio, ok. La microbiologie, déjà chez l'animal. Les études de Monica Anders en bas, c'est des études faites chez le macaque, c'est des études de dingue. Elle a travaillé pendant des années, elle a montré que les macaques, qui sont quand même assez proches de l'homme, pouvaient rester porteurs malgré plusieurs mois d'antibiotiques. On pouvait recontaminer les tigres, recontaminer d'autres macaques. Elle a fait un travail de dingue. D'ailleurs, qui a été attaqué par la Société américaine des maladies infectieuses, donc c'était de l'anti-science, pour ça elle est contre leurs recommandations. Donc c'est formellement démontré chez l'animal. On peut dire, bon, l'animal c'est pas l'homme, ok, bon, c'est pas l'homme, on passe chez l'homme.
Déjà dans la forme précoce, où le traitement diminue beaucoup le risque, on voit que ce n'est pas du 100%, parce qu'il y a des gens chez qui on arrive à trouver la bactérie après le traitement d'un rétamigrant. Alors on peut dire après, maintenant sur les formes persistantes chroniques, là il me faut 2 diapositives pour mettre toutes les références. Et là encore, il y en a peut-être que j'ai oublié. C'est pour vous montrer que l'évidence scientifique, elle saute aux yeux. Dans l'étude d'Oxy, par exemple, la culture ou la PCR de Borrelia est positive chez 40% des malades enrachés qui ont eu des traitements antibiotiques plus ou moins prolongés. Et il y a encore toute une autre série de publications scientifiques. Donc maintenant, encore, je dis c'est insupportable, je n'accepte plus que quelqu'un me dise qu'il n'y a pas de publication scientifique qui montre que le Lyme chronique n'existe pas. Ce sont des mensonges. Et malheureusement, ces recommandations anciennes, ou même que certains essaient de rendre nouvelles, ne citent jamais toutes ces références. Alors après, quand on arrive à sortir beaucoup de gens, pas tout le monde malheureusement, de l'ornière, et dans les formes très anciennes, quelquefois on n'arrive pas à avoir la guérison complète, mais une bonne amélioration, qu'il y a des chanceux qui guérissent complètement. Quand les signes persistent, je dis toujours aux patients, le traitement il est à vie, mais après avec des méthodes naturelles. La phytothérapie marche très bien. Alors, quand je disais ça il y a quelques années, je me faisais insulter, je tombé dans le charlatanisme de bas étage. Bon, maintenant, il y a des chercheurs de très haut niveau international, comme le professeur Zhang, qui est un Américain qui publie énormément sur les formes persistantes de Borrelia, qui est venu en France récemment. Il publie sur l'efficacité de beaucoup de plantes sur Borrelia. Et je trouve ça honteux que moi je suis très préoccupé par la résistance des antibiotiques. On nous accuse, on a donné trop d'antibiotiques pour des gens qui sont fatigués, qui ont mal au doigt de pied. Donc je caricature, mais c'est un peu le message que font passer nos gentils collègues. Je dis, mais ok, mais on peut très bien s'en sortir avec des méthodes naturelles qui épargnent les antibiotiques et ils ne veulent pas en entendre parler. Ce qui est bizarre, alors qu'on pourrait l'évaluer. On sait que les grands chauds aussi, c'était connu pour la syphilis, inhibent les Borrelia, ainsi que les grands froids. Alors, un petit mot sur la situation internationale, parce qu'on n'est pas que le Lyme, c'est pas qu'en France. Au niveau des États-Unis, il y a comme une loi fédérale qui date de décembre 2016, c'était la dernière loi signée par Obama, qui a reconnu le Lyme chronique. Donc maintenant, aux États-Unis, les médecins leur foutent la paix, il n'y a plus de persécution. Il y a eu un cas exceptionnel en Floride l'année dernière, mais sinon, alors que c'était terrible, entre les médecins américains pendant 20 ans, ils en ont bavé, ils ont été persécutés. Il y a 17 autorités gouvernementales US dans le département d'État qui reconnaissent ce Lyme chronique. Il y avait une agence officielle, National Guidelines Clearinghouse, qui a viré déjà il y a 2 ans les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses, parce que cet organisme fait vérifier toutes les recommandations par l'Institute of Medicine, qui est un institut indépendant, qui a dit mais ces recommandations ne sont pas basées sur des preuves, c'est des avis d'experts qui ne valent pas grand-chose. Ils ont reconnu la recommandation de NILADS, qui est la Société internationale du Lyme et des maladies associées, qui est citée par l'Académie de médecine comme une association de joyeuderie charlatans. Pas du tout, ce sont des médecins qui depuis plus de 20 ans se battent aux États-Unis pour soigner les malades. Il faut reconnaître que ces recommandations ne sont pas d'un très haut niveau de preuve, parce qu'ils n'ont pas eu d'argent pour la recherche, le premier à le déplorer. Bon, malheureusement, ce National Guidelines Clearinghouse, depuis le mois de juillet, a vu son financement supprimé par Donald Trump. Alors, c'est pas que pour le Lyme, il faisait des recommandations sur l'hypertension artérielle, sur tout ce que vous voulez, mais par mesure d'économie fédérale, il n'y a plus de NGC. Bon, c'est comme ça. Enfin, les recommandations de l'ILAD sont toujours là. Et les CDC d'Atlanta, c'est le centre de surveillance des maladies dont les experts Lyme étaient très proches de ceux de la Société américaine de maladies infectieuses, l'IDSA, avaient toujours continué à soutenir l'IDSA, mais au bout d'un an, ils ont craqué. Le 1er décembre 2017, ils ont supprimé de leur site officiel la recommandation de l'IDSA, qui, je vous le rappelle, ont servi de base aux recommandations françaises de la Société de pathologie infectieuse de langue française de 2006. Donc quand j'ai entendu dans la région, en Bourgogne, en Alsace, en Lorraine, que des médecins font des formations à d'autres médecins en disant que les recommandations de l'IDSA, c'est toujours la référence internationale, et que, alors qu'ils ont participé aux recommandations de la HAS qui disent que ça ne vaut rien, qu'il faut garder les anciennes recommandations de la SPILF, je dis que c'est totalement honteux. Ces recommandations de l'IDSA ne sont plus reconnues aux États-Unis, ne sont plus reconnues nulle part, sauf par un petit groupe de gens irresponsables.
Alors, quand on regarde au niveau politique européen, il y a eu des décisions, malheureusement une décision du Conseil de l'Europe, ça ne vaut pas grand-chose vis-à-vis des gouvernements. Le CDC, qui est le Centre de contrôle des maladies européennes de Stockholm, en août 2017, a classé le Lyme parmi les 30 pires maladies menaçant la santé publique. Ce n'était pas la 30e, hein, parce que les 30 ont été classés au hasard. C'est quand même important, parce que quand on voit l'Académie de médecine qui dit « mais le Lyme, c'est une maladie extrêmement rare, on s'en fout, c'est pas un problème de santé publique », il faut quand même pas charler, c'est quand même le CDC européen qui le dit. Et récemment, une commission du Parlement européen, en septembre 2018, a voté à l'unanimité une motion demandant à l'Union européenne d'établir des lignes directrices sur Lyme. Ça devait passer récemment en séance plénière au Parlement, ça a été repoussé. Bon, j'espère que ça n'a pas été repoussé pour de mauvaises raisons, hein, on verra. Alors, ce qui est important aussi, c'est ce qui continue à se passer aux États-Unis. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le ministère de la Santé américain, le US Department of Human and Health Services, HHS, et qui est aussi sous contrôle du ministère de la Défense américain, avec beaucoup d'experts de différents horizons, qui ont publié un état des lieux le 9 mai 2018. Donc si vous lisez l'anglais, vous le trouverez très facilement sur Internet. Bon, si vous ne lisez pas l'anglais, c'est plus compliqué, surtout ils sont assez longs, leurs rapports. Mais quand on a vu ça, on était vraiment ravis, parce que ces rapports vont totalement dans notre sens. Ils disent qu'on n'a pas de bons tests diagnostiques, qu'il n'y a pas eu de bons essais cliniques pour évaluer les traitements, que la persistance des symptômes et de la maladie existe, qu'il n'y en a jamais financé assez de recherche. Ce qui est très amusant, c'est que quand on a dit à nos détracteurs, ben, ça y est, les rapports américains sont sortis, zéro silence radio partout. Ils n'en ont jamais parlé de personne. C'est un groupe, c'est pas officiel, c'est un groupe de marginaux aux États-Unis. Marginaux, c'est le ministère de la Santé, le ministère de la Défense. Bon, c'est comme ça. Alors, ces groupes de travail doivent émettre des recommandations. Ça, c'est un état des lieux, c'est des rapports. Ils doivent émettre prochainement des recommandations qui sont attendues pour la fin de l'année. J'espère qu'elles iront dans le bon sens. Bon, j'étais à Denver l'autre jour où j'ai rencontré des gens de ce groupe qui avaient l'air d'être confiants et ils m'ont dit que ça irait dans le même sens que les rapports. Alors, un petit mot, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur la Fédération française contre les maladies vectoriellatiques. Ça a été un réel progrès en France, parce que quand il y avait le rapport du Haut Conseil, c'était écrit en tout tête dans le Haut Conseil, on voit les associations de malades, sont un peu disparates, ils font un peu n'importe quoi, ils râlent, mais c'est vrai que je reproche pas aux malades, quand vous êtes malade, que vous avez passé la journée, être fatigué au fond du lit, avoir des troubles de concentration, vous n'êtes pas toujours capable d'analyser toute la littérature scientifique en anglais et d'aller contrecarrer des experts qui vous disent que vous dites n'importe quoi. Et l'énorme avantage de cette fédération, c'est que ça a rassemblé des associations de malades avec des chercheurs, des médecins, dont le professeur Trouillas est ici présent, que je remercie. Il y a un conseil scientifique, et d'ailleurs le conseil scientifique a été réuni récemment. Il y a plusieurs professeurs d'université, plusieurs directeurs d'unités de recherche chez NRS. Alors, quand on entend des collègues de haut de la fédération, c'est un ramassis de charlatans. Il faudrait qu'ils fassent attention avant de raconter des bêtises comme ça. Et cette fédération, tout récemment, s'est dotée d'un fonds de dotation qui s'appelle Recherche Biotique pour essayer de rassembler de l'argent pour la recherche pour faire avancer les choses. Alors, je terminerai sur les recommandations françaises. Quand il y a eu beaucoup d'agitation médiatique il y a 2 ans, la ministre, le directeur général de la santé et l'autorité de santé ont reconnu qu'il y avait un grave problème de santé publique, que les tests diagnostiques, que les stratégies de traitement devaient être revues. La ministre elle-même, devant les médias, a reconnu que beaucoup de Français étaient en errance, rejetés par le système de santé. Elle a annoncé qu'il fallait donner des sous pour la recherche. Alors il y a des sous qui ont été donnés. Il y a une étude qui s'appelle l'étude OHT qui a démarré. Il devait se créer une cohorte nationale de patients, c'est toujours pas fait pour l'instant, j'espère que ça viendra. Voilà, mais quand même, il y a une reconnaissance officielle. Et la ministre a lancé un plan national, donc c'était Marisol Touraine à l'époque, ça a été suivi après par Agnès Buzyn. Et je dois remercier les 2 ministres qui ont plutôt été sympas et cherché à nous aider avec une vision tout à fait positive. Alors, il y a beaucoup de groupes de travail avec 5 axes stratégiques, donc ça ressemble un petit peu à ce qui s'est fait aux États-Unis. Et finalement, on a sorti ça en avance par rapport aux États-Unis. Donc j'inciterai surtout sur l'axe stratégique 3, qui est sur la prise en charge des malades. Mais vous voyez qu'il y a
Il y a eu des travaux sur la prévention, sur les panneaux à l'entrée des forêts, comment se prévenir des piqûres de tiques, comment améliorer les tests, etc. Alors dans le groupe 3, donc il y avait des représentants de diverses sociétés savantes, dont la Société de pathologie infectieuse de langue française qui était co-pilote avec la Autorité de santé, des microbiologistes, des généralistes, le centre de référence de Strasbourg, des patients et des médecins Lyme de la fédération. Alors, pour résumer sur la première partie sur les formes cliniques de la maladie de Lyme proprement dite, il est dit que la sérologie est recommandée, mais il n'est jamais écrit que dans le résultat positif est obligatoire. Donc ça laisse quand même une porte pour pouvoir traiter des gens en sérologie négative. Et là, il s'est passé quelque chose de totalement incompréhensible, c'est qu'on s'était mis d'accord sur un texte. Alors, dans les recommandations de notre autorité de santé, il y a toujours un texte court qui doit être consensuel pour tout groupe de travail, et un texte long avec des références où là on a le droit d'exposer nos divergences. Mais dans le texte court, c'était consensuel, tout le monde autour de la table, dans la société de pathologie infectieuse, des généralistes, après longtemps du neurologue, des cardiologues, des rhumatologues, ils avaient tous dit OK. Et derrière notre dos, quelques jours après, ils sont allés voir en sous-main la Haute Autorité de Santé, le ministère, ils ont fait un scandale, ce texte c'est un torchon, il ne faut pas qu'il sorte. Et ils ont imposé des modifications derrière notre dos, ce qui est en violation totale des règles de fonctionnement d'un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé. Pendant 15 ans, j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique, on a fait des recommandations pour le ministère, j'ai jamais vu c'est une attitude de gangster, j'ai jamais vu ça. Bon, alors ils ont rajouté quelques éléments comme le test en 2 temps. Bon, on a failli pas signer, on a signé quand même le texte en disant on ne va pas faire la guerre là-dessus. S'ils veulent le test en 2 temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire le restant de blood si le visa est négatif. Vous avez le droit de le faire, mais il n'est pas remboursé. C'est-à-dire on ne va pas se battre là-dessus, parce que de toute façon, le restant de blood, on s'en fiche un peu, c'est un test d'arrière-garde. S'il est négatif, ça n'empêche pas de soigner le patient. Mais c'est pour vous dire la méthode qui était quand même très choquante. Alors, une avancée importante de ce groupe, ça a été la description du SPPT, alors c'est un peu compliqué, syndrome polymorphe persistant après une possible piqûre de tique. Ce syndrome SPPT était déjà décrit dans le rapport du Haut Conseil de la Santé publique de 2014. Ça veut dire que quand on vous dit j'ai le Lyme chronique, en fait on n'est pas sûr que tout le monde a le Lyme, mais ça peut être le Lyme, ça peut être d'autres Borrelia, ça peut être d'autres germes, peut-être d'autres cofacteurs génétiques, immuno, que tout le monde ne guérit pas à 100% avec les antibiotiques. Donc c'est important de faire admettre ce concept qu'on peut avoir un syndrome chronique, qu'on n'a pas à faire la preuve de la piqûre de tique, qu'on n'a pas à faire la preuve d'une sérologie positive. Alors ça m'a fait aussi beaucoup rire quand mon collègue François Briquet, académicien, a sorti dans la presse récemment c'est quoi ce SPPT, c'est une invention, n'importe quoi, ça ne repose sur rien. Je rappelle que François Briquet était membre de la commission du Haut Conseil de la Santé publique en 2014 qui a signé la naissance du SPPT. Donc il faudrait qu'il se souvienne de ce qu'il a signé il y a quelques années. Bon, je sais bien que les académiciens peuvent avoir des troubles de mémoire, mais François Briquet est encore assez jeune. C'est très choquant de voir ce genre de déclaration publique. Voilà, alors, ce SPPT, ils ont dit aussi ça ne repose sur rien. Il n'y a qu'en France qu'on décrit ça. C'est pas vrai, si vous regardez dans les publications internationales, il y a un syndrome qui s'appelle le PTLDS, syndrome de Lyme post-traitement. C'est vrai que ce PTLDS avait été inventé aux États-Unis par des détracteurs du Lyme chronique pour dire bon, tous ces gens qui se plaignent après 3 semaines de traitement, ils n'ont pas de Lyme, ils sont fous, ils ont des séquelles ou autre chose. C'est pour ça qu'ils avaient appelé ça post-traitement, pour les mettre de côté. Bon, maintenant, ce mot PTLDS revient à la mode aux États-Unis, mais avec des experts qui disent finalement, le terme n'est pas très bon, mais ça peut être aussi infectieux. Post-traitement, ça peut aussi être la persistance bactérienne, parce qu'elle est prouvée scientifiquement. Et donc, finalement, on n'aimait pas trop ce terme, mais on finit par l'accepter. Et on s'aperçoit que c'est assez proche de notre SPPT. Donc il y a des références scientifiques sur ce syndrome chronique persistant. Ce n'est pas une invention franco-française, contrairement à ce qui a été raconté. Alors voilà la description par le groupe de John Ocott, qui est un très bon clinicien américain, qui a publié en décembre 2017 une description très détaillée de ce qu'ils appellent le PTLDS, avec toutes les manifestations cliniques
tous les tests cognitifs, des échelles de fatigue, de dépression, c'est très bien fait, ça peut servir de base pour nos études cliniques. Alors, dans les recommandations, donc, qu'est-ce qu'elle dit? S'il y a un SPPT sur ce fameux syndrome chronique qu'on n'explique pas bien, eh bien, tout médecin généraliste en France peut prescrire un traitement antibiotique d'épreuve par au moins un mois d'oxycycline, après avoir exclu notre diagnostic. Et c'était déjà recommandé par le Conseil de la santé publique, même si ce n'était pas suivi. Et la réponse au traitement va confirmer que c'est une origine bactérienne. Ça ne veut pas forcément dire que c'est Lyme, c'est peut-être une bactérie. Il ne faut pas oublier, dans la réponse, ça peut être aggravation, hein, parce que souvent les gens n'ont pas bien intégré. Et puis il y avait des discussions qui devaient être lancées avec la Sécu pour le remboursement à 100% des formes les plus graves. Donc, normalement, ça a été mal interprété par certains médecins qui ont envoyé des mots dans toute la France en disant c'est un scandale, un médecin n'a pas le droit de traiter plus d'un mois, c'est totalement faux. Le traitement d'un mois, c'est le traitement d'épreuve. Si vous répondez au traitement d'épreuve, le médecin a le droit de traiter plus longtemps. On va voir sous quelle forme, mais il y a eu beaucoup de désinformations. Normalement, ça devrait décomplexer tous les médecins. Ça devait stopper immédiatement toutes les poursuites par les conseils de l'ordre, les caisses d'assurance maladie pour les médecins qui traitent plus longtemps. Et c'est interprété de travers. Et je n'en ai que pour preuve la lettre absolument horrible du président du conseil départemental de l'Ain, qui est un département à côté, qui a écrit à tous les médecins en disant maintenant vous n'avez plus le droit de vous occuper de Lyme, c'est fini, la messe est dite par la catégorie de médecine. Ce président du conseil de l'ordre quand même devrait vérifier les publications scientifiques avant de raconter des sornettes pareilles, alors que je peux vous dire que l'autre jour j'étais au Mans, avant j'étais dans l'Orne, où les présidents des conseils départementaux soutiennent à fond maintenant les médecins qui s'occupent du Lyme en disant c'est un scandale qui a trop duré. Et l'autre jour au moins il y avait 58 médecins dans la salle avec le président du conseil départemental de l'Orne qui était présent. Alors, le médecin a tout à fait la possibilité de prescrire au-delà d'un mois sans limitation de durée et sans limitation de médicaments. C'est exprès que ce n'est pas écrit parce qu'on manque de données scientifiques solides. Et les autorités nous ont dit, bon, finalement, vous pouvez sortir des clous, on est à peu près d'accord, mais en échange, vous devez enregistrer tout ce que vous faites. On n'est pas contre. C'est pour ça qu'il y a ce lien qui doit être fait entre un médecin et un centre expert, qui est un centre hospitalier, qui ne sont pas encore désignés. Alors, tant que les centres hospitaliers ne sont pas désignés, ça ne change rien. Les médecins sont aussi libres de prescrire 6 mois aujourd'hui s'ils veulent, comme hier, hein, parce que c'était très mal interprété par les médecins qu'ils n'en ont plus le droit. Il y a des pharmaciens qui se sont mis à refuser des ordonnances, ce qui est totalement anormal. Et donc, ce que demandent les autorités, c'est que les prescriptions et l'évolution des symptômes des malades puissent être enregistrées dans des bases de données. C'est ça qui est appelé recherche. C'est pas que de la recherche pure et dure, c'est d'autres médecins qui ont interprété de travers qu'on ne peut plus soigner un malade sinon on ne tire pas au sort contre placebo. Vous savez, les études contre placebo, il n'y en a pas 36 000, ça coûte tellement cher, c'est des millions d'euros qu'on n'est pas prêt d'en avoir beaucoup. Voilà, donc c'est dans cette pagaille, cette agitation médiatique que personne n'avait rien compris, ça a fini par avoir un effet, je dirais, au contraire délétère vis-à-vis des médecins qui se sont mis à être inquiets, on n'a plus le droit de s'occuper de Lyme. C'est l'inverse, maintenant vous n'êtes plus attaqué pour Lyme. Il y a des caisses d'assurance maladie qui continuent à l'échelon régional d'attaquer. Alors, il n'y a plus que la région Grand Est, Bourgogne et puis Rhône-Alpes, Auvergne qui attaquent, les autres régions maintenant c'est assez tranquille. Mais même quand il y a des attaques menées par la Caisse d'assurance maladie, que ça remonte au Conseil de l'ordre, quand ça arrive au national, je peux vous dire, il y a eu 0 attaque contre Lyme depuis plusieurs années, que les médecins qui étaient attaqués ont été lavés des attaques contre Lyme. Il y en a qui ont été condamnés sur d'autres choses, mais pas sur Lyme. Donc il faut vraiment que les médecins maintenant aient confiance qu'il n'y a plus d'argument scientifique pour les attaquer, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Moi je dis à des médecins, vous délirez complètement, vous faites des doses 4 fois la dose autorisée, des durées possibles à 25 produits sur votre ordonnance. C'est très marginal, c'est un petit nombre de médecins, mais il ne faut pas non plus que ces quelques médecins qui font un peu n'importe quoi nous décrédibilisent, parce qu'après leurs ordonnances sont photocopiées, sont envoyées dans toute la France, et c'est pas ça le gros de la troupe des médecins Lyme qui font un travail énorme, qui prennent des risques pour sauver. Ils ont sauvé des centaines de milliers de gens en France, il ne faut pas l'oublier.
Et ça, je leur rends hommage aujourd'hui. Alors, en plus, le médecin peut avoir le libre choix de son centre de référence. Il n'est pas obligé, s'il ne s'entend pas avec le centre d'à côté, d'aller au centre d'à côté. Alors, ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans le point numéro 3. Dans le rapport de la HAS, c'est écrit en toutes lettres, les centres devront, c'est pas peut-être devraient, c'est devront avoir des représentants de malades et de médecins Lyme dans leur comité de pilotage. Alors là, le combat n'est pas terminé, parce que la Direction générale de l'organisation des soins qui s'occupe de mettre en place ces centres, ils n'ont pas du tout pigé, ils ont dit les malades, ils n'ont rien à faire là, on n'a jamais vu de malades dans des centres de référence. Si c'est ça, ça va être la guerre, parce que vous voyez, Strasbourg, Nancy, Orléans, il y a plein de villes, le témoignage des malades, c'est dramatique. Il y en a qui ont commencé à publier leurs expériences. 90% de nos malades sont des fous. Ils les envoient en psychiatrie, ils les renvoient je ne sais pas où. C'est pas sérieux. On ne pourra pas accepter que des centres comme ça, qui sont dans le déni de la maladie, qui ne soignent pas les malades, reçoivent 300 000 €, parce que ça va être la dotation des 5 centres nationaux, pour continuer ce boulot de désinformation et de rejet des malades. Donc ça, c'est un point qui est crucial. J'espère que ça va avancer dans le bon sens. Ce n'est pas encore gagné parce que l'appel d'offres pour les centres n'a pas encore été lancé par les autorités. Alors voilà, je résume les principales avancées. C'est que la qualité insuffisante des tests sérologiques est reconnue. Je pense que c'est pour ça que Strasbourg a eu un coup de calcaire le jour où ça devait sortir, quelques jours après la HAS, parce qu'ils se sont dit, oh là là, on a participé à ça, on avoue que nos tests ne sont pas bons, et alors qu'ils sont attaqués en justice, je pense qu'ils ont eu très peur, et qu'ils ont voulu démolir le texte. Le SPPT est reconnu, incluant les co-infections, diagnostic cliniquement. La réponse à un traitement antibiotique d'épreuve est une méthode diagnostique. Moi, j'aimerais bien avoir des tests biologiques super beaux, mais il n'y en a pas en attendant. Et la possibilité de traiter différemment, de façon plus prolongée, en enregistrant les données. Alors, l'autre jour, j'ai eu une heureuse surprise. J'ai cru que je rêvais. C'est que l'IDSA, c'est la Société américaine des maladies infectieuses qui nous plonge dans l'obscurantisme depuis 30 ans. En disant que leur test est fiable à 100%, test en 2 temps, tout le monde est des charlatans. Ils ont publié, mais c'est tout récent. Finalement, la sérologie ne serait pas très fiable, mais ils ne pouvaient pas le savoir avant, pauvre chou. Et ils écrivaient des éditoriaux vitrioles l'année dernière pour dire la PCR, cette amplification génique, c'est nul. Évidemment, les PCR, ça les ridiculise, parce que quand un malade est positif en PCR qui est négatif en sérologie, on va remettre dans le caca, on trouve qu'il raconte des bêtises. Donc ils avaient fait des éditoriaux pour dire la PCR, c'est de l'anti-science, ce sont des laboratoires qui travaillent comme des cochons, c'est que des faux positifs. On en avait même sorti l'ADN fossile. Si on trouve une trace d'ADN dans le sang, c'est parce qu'il est passé par là il y a plusieurs années, qu'il y a la trace comme la mémoire de l'eau. Ça repose sur aucune donnée scientifique sérieuse, mais ils osaient l'écrire et le dire. Même à l'Académie de médecine, on a sorti ça, que les PCR, c'était l'ADN fossile. Bon. Et maintenant, voilà qu'ils font la promotion de la PCR. Maintenant, c'est peut-être une méthode d'avenir bien. Je dis, il y a beaucoup de progrès. Alors, pour l'instant, ils y vont mollo. Ils ont reconnu surtout sur les formes précoces. Il faut les laisser venir. Ils ne sont pas encore reconnus de Lyme chronique, mais ça va venir un de ces jours. Enfin, vous voyez, c'est tout récent, ça date de quelques jours, donc je voulais vous faire partager ce témoignage. Alors, pour finir sur la prévention, c'est important, parce qu'avant d'être malade, il faut mieux prévenir. Les répulsifs marchent très très bien. Si vous allez en forêt ou dans une zone de votre jardin qui est infestée, il y a ceux que vous trouvez en pharmacie chimique à base de DIT de 35-35. C'est les mêmes que pour les moustiques quand vous allez en Afrique pour le palu. Et puis il y a des répulsifs biologiques, naturels. Alors, je cite le citriodiol 30 parce qu'il était déjà cité dans la conférence de consensus de 2006, il est recité dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il a été validé dans un institut de recherche à Neuchâtel. Sa base d'eucalyptus et de citron vert, c'est en spray, mais il est aussi efficace qu'un répulsif chimique pour l'éthique. Après, il y a des répulsifs en huile essentielle. Bon, j'ai mis un nom parce qu'on me demande souvent, moi je n'ai pas d'action chez Pranaro, mais beaucoup de chasseurs sont contents de ce genre d'huile essentielle qui doit modifier l'odeur de la sueur, je ne sais pas, mais ils ont beaucoup moins de tiques. Après, il y a la permétrine, c'est
paraît que pour les moustiquaires imprégnés, vous pouvez tremper vos vêtements, mais c'est aussi un produit chimique qui peut peut-être être toxique à la longue. L'inspection systématique, l'ablation rapide des tiques, sans rien mettre dessus avant, et toujours tourner dans un sens ou dans l'autre quand vous retirez la tique, et bien désinfecter après et surveiller la zone de piqûre. Voilà, alors pour les... Bon, monsieur le maire a dû partir, vous nous avez prévenu, mais pour les autorités locales dans les communes, c'est très important de faire la prévention. Maintenant, il faut savoir qu'à la fois dans les associations comme France Line et Santé publique France, on fait des plaquettes à destination des gens du loisir ou des professionnels de la nature, et des mairies se sont mobilisées pour mettre des pancartes dans les forêts pour informer les gens du risque. C'était très mal vu il y a quelques années en disant vous allez faire peur aux touristes, mais je pense que les touristes, ils n'ont pas peur de la nature si on les informe correctement. Voilà, alors ça c'est mon livre que je vais dédicacer tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent. On s'écrit en langage grand public, donc il y a beaucoup de références. Je suis content parce que les médecins qui l'ont lu souvent étaient convaincus, donc ça m'a fait plaisir. Et puis un autre livre qui est sorti il y a quelques jours sur Amazon, qui s'appelle Slime. Quand vous tapez sur Amazon, il faut bien faire le S de dollar, parce que sinon il ne sort pas bien. Par Jenna Luchetailler, qui est une femme qui a travaillé pour l'ONU pendant des années dans les ONG en Afrique, c'est une américaine, qui a mené le combat. Moi, je l'ai aidé pour faire reconnaître la violation des droits de l'homme en matière de maladie de Lyme à l'ONU, et qui a fait changer les codes de l'OMS. On a fait une action à l'OMS. Je ne sais pas si vous avez vu, avant Lyme, il y avait un code ou deux. S'il n'y a pas un code international, une forme clinique de la maladie n'est pas reconnue. Maintenant, il y a déjà une dizaine de codes dans la transmission maternelle-fœtale qui est reconnue officiellement par l'OMS, alors qu'à Strasbourg, on nous disait encore dans le groupe de travail au ministère que ça n'existait pas. Voilà, donc vous pouvez trouver ce livre. Alors, il est en anglais, il fait une centaine de pages, il est vite lu, mais je veux dire que ça décoiffe parce que Jenna balance beaucoup de choses sur la corruption dans le domaine de la maladie de Lyme. Voilà, je vous remercie. Pour vous, il est efficace ou pas? Ah oui, alors, il n'y a rien d'efficace à 100%. Il y a des gens qui se soignent qu'avec les plantes, parce que maintenant il y a un mouvement écolo, anti-antibiotique, même en Allemagne, c'est à la mode. Il y a des gens qui arrivent à guérir ou s'améliorer beaucoup rien qu'avec les plantes. Souvent, c'est quand même plus long quand on attaque d'emblée avec les plantes. C'est moins rapide que les antibiotiques. Moi, je donne surtout un traitement d'entretien, l'efficacité des plantes. On n'a pas encore beaucoup d'études cliniques, malheureusement. Ça coûte très cher et puis il n'y a pas de retour sur l'investissement pour un laboratoire, donc on n'aura pas les milliers, les millions d'euros de science. Ça commence à m'énerver beaucoup. Il faut qu'ils se taisent et qu'ils aient la modestie d'étudier les publications scientifiques avant de continuer à l'ouvrir et d'écrire à tous leurs collègues. C'est scandaleux ce qui s'est passé dans l'Ain l'autre jour. Je peux vous dire que les médecins étaient révoltés. Mais moi, dans l'Ain, vous avez eu un patient avec... Ouais, on m'a tout coupé, indemnité, on m'a tout coupé, on me refuse le Lyme. On me demande de me faire une expertise pour prouver que je suis malade. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut répondre en tant qu'association aussi? Allez-y, oui. Il faut nous faire remonter ces informations. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le professeur l'a dit, que ce soit au travers de la FFMVT ou directement, une association comme France Lyme siège au ministère de la Santé. Le DGS actuel, M. Salomon, nous a demandé de lui faire remonter ce type d'informations. Donc faites-nous remonter, faites des témoignages et on les partagera. Et surtout pour son engagement depuis plusieurs années dans ce combat qui est absolument essentiel. Et l'honneur de la profession de médecine face à, disons, des médecins qui déshonorent actuellement la profession. Tout ce qu'il a dit est très important. Le combat, tout de même, grâce à lui, et grâce à ceux qui travaillent avec lui, est quand même partiellement gagné, parce que avec l'appui du ministère, les gens qui se dressent contre les directives de la HAS, ils sont en contravention. Ils sont en faute médicale. Il faut qu'ils soient condamnés.
Et si vous voulez, maintenant, le débat doit se porter sur le plan juridique. Il faut que force reste à la loi et que les délinquants médicaux soient punis. C'est tout à fait clair. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Et dans ce combat, il est très important que les associations de malades soient justement derrière les médecins qui se battent pour eux. Voilà, je voulais dire que c'est un combat honorable qui a été mené et encore une fois, le professeur Perron a eu un rôle absolument moteur dans ce combat. C'est un combat qui est partiellement gagné. Maintenant, il y a un deuxième combat, c'est le combat scientifique. C'est le combat scientifique parce que même avec l'appui du gouvernement, même avec l'appui du ministère, eh bien, il faut quand même trouver le meilleur traitement. Le traitement non seulement le plus performant, peut-être aussi le plus court, parce que comme dans la tuberculose, vous savez, on a commencé avec des traitements de 2 ans, puis avec l'association des associations thérapeutiques, on a réduit à 1 an, puis à 6 mois. Donc, je pense que pour le Lyme, il faut déjà introduire l'idée que c'est une maladie chronique avec un traitement qui peut durer 2, 3 ans. Peut-être que, bon, avec les efforts de tous, on arrivera d'abord à guérir plus souvent et puis à guérir plus vite. Voilà. C'est ça l'enjeu aussi de la question. Voilà. Je voudrais savoir, vous avez parlé et montré des plaques roses. La plaque rose est-elle toujours la preuve de la maladie de Lyme? La plaque arrondie, qui est une évolution centrifuge, elle est spécifique, ça ne peut pas être autre chose. Après, il y a des petites plaques d'eczéma qui peuvent ressembler, mais c'est l'évolution centrifuge avec caractéristiques autour. Alors, il y a une chose qui me gêne, j'avais découvert qu'à Strasbourg, on s'occupait de la maladie de Lyme, et puis avec ce que vous venez de dire ce soir, je suis perplexe, parce que j'étais prêt à envoyer mon dossier à Strasbourg, parce qu'aussi bien à Nîmes qu'à Lyon, on m'a dit, c'est pas vrai, vous n'avez pas la maladie de Lyme, alors que j'ai pris une photo il y a 10 ans, et on voit, c'est une plaque rose vraiment importante. Et vous n'êtes pas le seul, il y en a des centaines de milliers en France qui sont dans la même situation. Là, je suis désolé, mais je ne peux pas me mettre à la place de tous les médecins. S'il vous plaît. Qu'en est-il pour des jeunes femmes? Ça, parce que je ne vois pas dans la salle où vous êtes. D'abord, Qu'en est-il pour une jeune femme qui a été classée en fibromyalgie depuis plus de 10 ans et qui, après le parcours du combattant, et je remercie Annie de l'aide qu'elle m'a apportée en lui donnant l'adresse d'un médecin sur Bordeaux, aujourd'hui, elle est traitée au point de vue antibiotique. Par contre, sa grande angoisse, c'est de se demander si cette maladie peut être transmissible dans le cadre d'une grossesse. Alors, si elle a été traitée, je n'ai jamais vu de problème. En revanche, quand une femme a une maladie très évolutive et est enceinte et n'est pas traitée, là oui, le risque est élevé de transmission. Et je le vois beaucoup avec toutes les femmes que je suis, qui ont eu des grossesses longtemps avant, qui décrivent des problèmes de santé chez leurs enfants, à l'expliquer, les pédiatres n'y croient pas. Normalement, la transmission materno-fœtale est reconnue. Après, moi j'ai des femmes qui ont été dans des états très sévères, qui ont été traitées longtemps, qui ont eu des bébés après. Il n'y a jamais eu de problème quand elles ont été traitées correctement. Donc je pouvais la rassurer, on peut avoir des enfants même si on a fait mal. Il faut, si on est juste en train de démarrer le traitement, c'est peut-être pas le moment de démarrer la grossesse. S'il vous plaît, à mesure des rechutes, on va dire, si la virulence des symptômes est variable. Bon, en général, quand les gens étaient traités longtemps, ça finit par s'estomper avec le temps et les années. Alors après, des gens peuvent toujours faire une poussée plus forte, quelquefois à l'occasion d'un grand stress, ou d'une nouvelle piqûre, ou d'une intervention chirurgicale. Mais normalement, ça va plutôt en s'atténuant, mais en sachant qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas guéries après plusieurs années. Et il existe des personnes résistantes à tout traitement par rapport à... Alors, il y a probablement des cas où on a tout essayé, ça ne marche pas, il ne faut pas non plus s'obstiner. Peut-être qu'il y a des virus, peut-être qu'il y a des facteurs génétiques, auto-immuns, des métaux lourds, j'en sais rien. D'autres facteurs qui expliquent la maladie, mais qui ne sont pas dus à une cause infectieuse. Il
faut aussi savoir raison garder que si ça ne marche pas, il ne faut pas s'obstiner à prendre des antibiotiques pendant 10 ans si ça ne marche pas. D'accord. Et j'ai une dernière question. La maladie des griffes du chat, elle est due à quelle bactérie? À Bartonella ncd. Et on sait qu'elle peut, parce qu'au début, la maladie griffe du chat, on disait bon, ça nous donne une maladie aiguë, quelquefois on a le ganglion, puis ça guérit avec quelques jours d'antibiotiques. On sait dans la médecine tout à fait officielle que ça peut donner des maladies plus graves, persistantes. On a décrit des infections du cœur, des endocardites, des choses comme ça. On a décrit au cours du sida des lésions cutanées particulières des gens qui avaient le sida à l'époque où ils étaient immunodéprimés avant les trithérapies antivirales actuelles. Et on trouvait cette bactérie dans des lésions cutanées, dans le foie. Donc on avait des arguments pour penser qu'elle était capable de persister même des années chez quelques personnes. Mais on ne soupçonnait pas que ça pouvait être une maladie chronique. Alors rien que pour NCD, celle qui cause la maladie du griffe du chat, maintenant on sait qu'on trouve d'autres bartonelles animales chez l'homme qui peuvent persister. D'accord. Merci. Donc, pour vous expliquer un petit peu le topo vite fait. Donc, ma fille a une tique qui l'a mordue quand elle avait 12 ans. Elle en a 30 et quelques. Donc, mon fils a 12 ans. C'est l'enfant de son ex. N'est-ce pas? On peut dire des choses comme ça. Et donc, voilà. Et puis, elle a une petite fille avec monsieur qui est là-bas de l'autre côté. Donc, tout le monde a la maladie. Enfin, pas moi, pas que je sache. Tout le monde a la maladie de Lyme. Donc, le papa de cet enfant-là. Donc, a posé un diagnostic de syndrome de Munchausen, repris par la justice. Donc, ils sont passés devant un juge des enfants. Donc, je trouve ça dramatique parce que ma fille a comment dire, elle travaille à l'instit, quoi. Donc, c'est un peu gênant au niveau de son boulot. En plus, il y a une mesure éducative qui a été posée. Donc actuellement, ils vont retourner voir le juge en février. On ne sait pas ce que ça va faire. Tout le monde a repris ce diagnostic et en plus élargi à des choses graves, quoi. Je veux dire, dans la psychiatrie. Pas que... Même le juge, enfin les assistantes sociales, tout le monde a repris ce truc. Moi, je suis horrifiée parce que personne n'est en dehors d'un psychiatre. D'abord, est habilité à poser ce syndrome. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais, moi j'ai réussi à soigner quelques gamins comme ça. Alors, le syndrome de Munchausen en médecine, c'est quand vous vous autodétruisez. C'est très rare, ça existe. Mais... Et là, pour les enfants, c'est ce qu'on appelle le Munchausen par procuration. On accuse les parents de détruire leur enfant. Alors, c'est la mère qui est accusée en l'occurrence. Oui. Et malheureusement, ces accusations sont très fréquentes, totalement abusives. Les médecins ne connaissent pas bien, donc ils rentrent dans le jeu. Malheureusement, il n'y a pas de pédiatre en France. Il y avait un pédiatre qui était le professeur Gendrel, qui a pris sa retraite malheureusement, qui était à Necker, qui croyait au Lyme, qui m'aidait à avoir des patients. Maintenant, j'ai 0 pédiatre de référence en France. Tous les pédiatres sont anti-Lyme. Donc dans des cas comme ça, moi je suis démuni, parce que j'ai plus le droit d'hospitaliser par exemple des enfants dans mon service. Il y a une nouvelle loi qui est passée il y a quelque temps, qui interdit aux services adultes de s'occuper d'enfants. Donc je suis assez démuni face à ces cas-là, mais il faut se battre, il faut faire intervenir les associations, les témoignages, essayer de faire soigner la famille pour montrer qu'elle va mieux avec les traitements, et que c'est pas que dans la tête. Alors je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que je suis la maman. Oui. En fait, pendant qu'on vit cette procédure de mesure d'investigation judiciaire qui dure 6 mois, donc j'ai assistante sociale, psychologue, éducateur à la maison toutes les semaines, pendant ce temps-là, mon fils ne bénéficie plus de ses prises en charge parce qu'il est tellement fatigué que, voilà, on nous empêche de soigner notre enfant quelque part, enfin mon enfant. Donc, voilà, parce qu'on le menace de placement, etc. Donc il y a un stress incroyable aussi sur ses épaules. Et pendant ce temps-là, les procédures, c'est pas gratuit non plus, et les soins sont chers, ne sont pas toujours remboursés. Et voilà, pendant 6 mois, on est en stand-by. Et ça, c'est compliqué, c'est très difficile à vivre. Et on ne sait pas quel recours vraiment on a, qu'est-ce qu'il faut saisir. Il faut essayer de trouver un médecin généraliste parce qu'ils ont le droit de soigner les enfants, qui soigne votre enfant pour le guérir, ou l'améliorer beaucoup, ce qui permettra de témoigner que c'était des accusations non fondées. C'est la meilleure méthode. Sauf que notre médecin est dans les ennuis, bien sûr. Il faut en chercher un autre à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut demander l'aide des associations dans ce cas-là pour trouver un médecin qui puisse vous aider. Quitte à faire 100 km, tant pis, mais il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'on fait, mais je suis en train de lire aussi le livre de Jenna,
qui dit que c'est très fréquent aux Pays-Bas. Oui, En fait, on il y a l'a beaucoup de dénoncé, cas, on l'a dénoncé à l'ONU. Hein. C'est une violation des droits de l'homme. et le papa est originaire des Pays-Bas. Merci. Est-ce qu'il y a des signes vraiment particuliers à surveiller par rapport aux atteintes cardiaques, mais des signes vraiment particuliers aux borrélioses? Parce que j'ai entendu parler de tracés de CG particuliers. Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas de signe. Classiquement, ce qui avait été décrit initialement, c'était ce qu'on appelait la bradycardie, c'est le cœur qui ralentit, c'est ce qui est écrit dans tous les bouquins. En fait, moi je le vois de temps en temps, mais c'est assez rare. On voit beaucoup plus souvent des tachycardies, au contraire le cœur qui s'accélère, des extrasystoles. Souvent, c'est pas très méchant, mais après, il y a des inflammations du cœur aiguës. Moi, il y a des gens qui sont morts heureusement c'est très rare, mais de myocardite aiguë quelques semaines après une promenade en forêt. Je connais un médecin américain qui a été transplanté cardiaque après une atteinte cardiaque aiguë. Beaucoup de péricardites récidivantes, des infarctus. Il y a notamment une femme médecin que je connais qui, à chaque poussée de Lyme, a fait une poussée d'angine de poitrine assez sérieuse. Avec des douleurs? Oui. Donc, alors, les douleurs thoraciques sont bénignes, c'est pas l'infarctus. Il y a énormément de Lyme, entre guillemets, qui ont des douleurs thoraciques, je sais pas, mais qui disparaissent après. Donc, en fait, ça peut donner beaucoup d'atteintes cardiaques diverses et variées, qui malheureusement sont très peu connues des cardiologues et très peu décrites dans les publications en cardiologie, mais qu'on voit fréquemment. D'accord. Et dans le cas d'une borréliose de Lyme, avec des douleurs et des faiblesses musculaires qui peuvent être vraiment très très importantes, invalidantes, est-ce qu'il pourrait être en fait pertinent de chercher des diagnostics associés ou différentiels, mais éventuellement associés, comme je sais pas, des myasthénies particulières? C'est ce qu'on fait tous les jours. Normalement, on cherche d'autres maladies auto-immunes, tout ça. Après, il y a des maladies auto-immunes pour lesquelles il y a des traitements qui marchent bien, mais pour beaucoup, souvent les traitements ne marchent pas très bien. On peut en essayer si ça améliore. Il y a des gens qui sont un petit peu à cheval, sclérose en plaques Lyme. Il y en a qui guérissent complètement sous antibiotiques. Bon, cela c'est réglé. Il y a des scléroses en plaques qui s'améliorent à moitié sous antibiotiques. Après, je les renvoie quand même au neurologue, en disant s'ils peuvent vous aider de l'autre côté. Et puis quelquefois, le neurologue a une idée astucieuse, arrive à trouver un traitement qui aide. Je suis pas du tout pour opposer les deux. Il y a une composante infectieuse dans beaucoup de ces maladies, qui n'est pas forcément de 100% chez tout le monde. Après, il faut être pragmatique, voir comment la personne réagit. Parce que je me posais des questions des personnes qui ont déjà une maladie, par exemple auto-immune ou un terrain, par rapport à des antécédents familiaux, et paf, ils chopent une borréliose, et du coup, ça fait des tableaux cliniques. Après, il faut traiter la borréliose et voir jusqu'où ça améliore votre maladie auto-immune. Il y a des chanceux chez qui ça va tout régler, puis d'autres, ça ne va pas tout régler. Merci beaucoup. Et comment vous expliquez aussi qu'il y a très peu d'études, alors il y a des études qui sont faites depuis 40 ans aux États-Unis notamment, dans d'autres pays, essentiellement les pays riches, et que c'est essentiellement donc, certaines études comme celle de Monica Reimers qui a été faite sur le macaque rhésus, qui a été publiée par exemple dans une revue, le quotidien du médecin, et que dans d'autres revues médicales on n'en trouve aucune qui est rapportée. Le quotidien du médecin, que tous les journaux médicaux appartiennent comme pendant l'industrie pharmaceutique et ne relaient que des messages anti-Lyme. Dès que l'Académie sort un truc anti-Lyme, c'est immédiatement le lendemain dans le quotidien du médecin. Et c'est rare qu'ils relaient sauf peut-être de temps en temps, mais qui relaient des publications scientifiques sérieuses. Alors pourtant, ils ont relayé l'étude de Monica Reimers qui a montré l'inefficacité de la doxycycline sous plusieurs mois de traitement sur les macaques. C'est pas l'inefficacité, c'est la borrélia qui persiste. Donc comment vous expliquez que cette étude soit publiée et pas d'autres qui sont très... Cette étude a été déniée par l'IDSA, la Société américaine de maladies infectieuses, qui a demandé son retrait du journal, en disant que ça allait contre leurs recommandations. Donc c'est une étude qui a été très attaquée. Après, quand ils ont vu que c'était imparable sur le plan scientifique, ils ont arrêté de l'attaquer. Après que des médecins, parce qu'elle date d'il y a pas mal d'années, déjà c'est 2012, que des médecins la redécouvrent maintenant et en face de la pub, je suis vraiment ravi si c'est vrai. Merci. Bonsoir professeur. Oui. Mon médecin Lyme me parle du cycle de la méthylation transsulfuration. Parce qu'en fait, je suis en échec thérapeutique, donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que c'est, non, je sais pas. C'est des termes un peu barbares pour moi, je ne connais pas.
Donc lui, il me dit que c'est une recherche qui a été faite cet été. C'est possible, mais je n'étais pas au courant de tout, mais je ne le connais pas. Du test allemand, Microsoft, c'est sur champ sombre. Ah, le truc à microscope à fond. Moi j'y ai beaucoup cru, parce que c'est vrai que quand on met une goutte de sang, on voit des petits trucs qui s'agitent. Après, j'avais été un peu refroidi parce qu'avec l'Institut Pasteur, du coup, ils étaient excités, ils voulaient voir si on pouvait faire des tests. Et on avait pris des malades qui étaient venus spécialement pour se faire prélever, des témoins qui étaient des jeunes étudiants du laboratoire, et tout le monde avait des petits trucs dans le doigt. Donc on sait, peut-être qu'on a tous des spiroquettes de disaprophite qui ne sont pas pathogènes. Donc c'est un petit peu délicat d'en faire un test diagnostique. Pour l'instant, c'est pas très bien identifié. Alors c'est vrai que les gens sont ravis parce qu'ils voient les petits trucs au microscope et ça y est, c'est la preuve, j'ai le Lyme. Je ne suis pas emballé par ces tests pour l'instant. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse faire une corrélation avec des études génomiques des souches qu'on voit. Ça n'a pas été fait, donc je suis très prudent là-dessus. Ok, je vous remercie. Petite question simplement. Pensez-vous que 6 ou 8 ans après une piqûre de tique, le traitement antibiotique est valable, reste valable? Oui, il peut marcher très bien. Après, plus c'est ancien, quelquefois moins il marche, mais il peut marcher, oui. Bien sûr. Il marche à tous les coups. À tous les coups, non. Même après une période de 6 ou 8 ans. Ah oui, il y a des gens qui étaient paralysés, qui ont récupéré leur paralysie des années après. Mais tout le monde n'est pas chanceux comme ça, mais ça arrive. Merci. Je voulais savoir si une UVI pouvait être à l'origine, pouvait annoncer la maladie de Lyme. Est-ce que, alors, le test ELISA est fait. Mais arrêtez de parler de test ELISA, on s'en D'accord. fout. D'accord. Ce que si vous avez une UVI, ça peut être un Lyme, vous traitez si elle guérit, c'est le Lyme, si elle voilà, guérit alors pas, voilà. ma question elle est suivante. Traitement sous antibiotiques suite à un ELISA positif, peu importe et déclenchement d'Alzheimer assez fort. Oui, ça confirme. Ça confirme bien que c'est Lyme. Lyme, ça peut être aussi une autre bactérie. Quoi. Une autre bactérie. Le fait que ça s'aggrave sous traitement. Oui. Voilà, d'accord. Il y a énormément d'uvéites qui sont liées à Lyme. Le problème, c'est qu'on a la plupart du temps, on n'a pas la preuve biologique. Mais quand il y a des ophtalmos qui m'envoient régulièrement des patients et qui y croient. Mais tant qu'on n'aura pas des bons tests biologiques, on ne pourra pas faire la preuve du lien. Quoi. Est-ce que ça peut être lié aussi à la spondylarthrite, ça peut prendre l'aspect de la spondylarthrite? Et toutes les maladies auto-immunes peuvent être intriquées. Donc il y a des Lyme qui ressemblent à une spondylarthrite, d'autres à la sclérose en plaques, d'autres à la polyarthrite rhumatoïde, d'autres... Moi j'ai des spondylarthrites qui ont démarré avec des érythèmes migrants, qui ont le HLA-B27 qui est le marqueur génétique de la spondylite. Si vous avez un terrain génétique qui favorise la spondylarthrite, que vous avez un Lyme, ça va favoriser l'évolution peut-être vers une vraie spondylarthrite. Vous voyez, ça peut se chevaucher. C'est pas si évident que ça toujours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une contre-indication au traitement antibiotique? Non. À part l'allergie, le choc anaphylactique à la pénicilline, j'en connais, parce que les antibiotiques, c'est pas dangereux, à part des accidents tout à fait exceptionnels. Avec certains, comme la doxycycline, il faut surveiller les transaminases, enfin tout ça on connaît. Les attaques, parce que vous avez vu, il y a même le salle quotidien du médecin l'a relié, ça je l'ai vu. Les attaques contre les médecins Lyme, c'est de dire les antibiotiques dans le Lyme, ça tue. Alors, ça c'est le titre, mais quand on lit l'article, c'est 12 cas mortels en 20 ans dans le monde. Et c'est pas les antibiotiques, c'était, bon, moi je ne m'amuse pas à le faire, sauf dans des cas vraiment rarissimes. Il y a des médecins, plus en Allemagne, mais en France, aux États-Unis aussi, qui mettent des cathéters veineux centraux, c'est-à-dire qu'on monte une ligne en plastique dans le cœur, ou on met une chambre implantable, comme pour les gens qui ont des cancers, pour injecter la ceftriaxone pendant des mois et des années. Moi, ce que je fais jamais. Et là, les gens, ils sont morts des complications du petit tuyau et pas de l'antibiotique. C'est-à-dire qu'ils ont fait des caillots dans le cœur, ils ont fait des infections du cœur avec des germes qui sont rentrés par le plastique. Alors là, il y a eu effectivement des morts, mais c'était de la désinformation totale de mettre le titre des articles, le traitement antibiotique du Lyme, ça tue, parce que c'était ce qui était écrit texto. Mais l'antibiotique en soi, ça n'a jamais tué personne. Il
faire attention à certaines précautions d'emploi qu'on connaît quand on est médecin. Médecin formé, je tairai mon nom parce que je ne prends plus de nouveaux patients. Parce que voilà, en fait, formée donc par Philippe Raymond il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu beaucoup de patients, j'en ai traité, certains longuement, de quelques belles réussites, et puis beaucoup d'échecs. Et du coup, je trouve que c'est très compliqué même quand on est formé. Et du coup, je me dis, les généralistes qui vont se tenter à faire 1 mois d'antibiotiques, ils vont trouver des aggravations, ils ne vont pas améliorer leurs patients, et ça va être compliqué, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment faire un énorme travail de formation pour qu'on puisse être beaucoup plus nombreux et que chaque médecin généraliste puisse faire le boulot. Parce qu'on ne peut pas être médecin, moi je fais surtout de l'acupuncture, j'ai déjà 4 mois de rendez-vous sur l'acupuncture, je fais la cancéro, je fais des choses passionnantes, et je ne peux pas faire 10 patients live par jour, sinon j'y arriverai plus, quoi. Donc c'est compliqué, je me demande comment on va pouvoir faire. Et puis pour certains patients, la deuxième question, c'est plus ça, c'est je me dis comment on va faire quand on a justement des patients qu'on voudrait hospitaliser tellement ils sont mal, et où effectivement, moi je suis sur Dijon avec un service qui n'est pas du tout, qui est dommage, ils ne sont pas là, hein, ils ont eu l'invitation, ils ne sont pas là. Et on n'a aucun appui, quoi. Je sais, ça c'est dramatique, mais puis moi je ne peux pas hospitaliser toute la France, c'est très dur. Moi je présente mes excuses pour les gens qui ont écrit à moi, ma secrétaire, parce que je reçois tellement de mails tous les jours ou de dossiers épais comme ça recommandés que j'arrive même plus à les ouvrir tellement il y en a. Et quand je lui ai dit qu'il y a une détresse terrible, et le but des recommandations, le but du ministère, c'était que justement tous les médecins généralistes s'y mettent. Il y avait des recommandations de la HAS qui soient décomplexées, qui puissent faire 1 mois d'antibiotiques d'épreuve. Si chaque médecin faisait 1 mois d'antibiotiques d'épreuve, ça débrouillerait le terrain. Et résultat des courses, toutes les sociétés savantes se sont jetées sur ces recommandations. Même le Conseil national des généralistes enseignants a dit qu'il fallait boycotter ces recommandations. Bon, je connais bien le vice-président parce qu'il travaille pas loin de chez moi, je l'ai vu l'autre jour. Bon, il me dit oui, mais il faut attendre des résultats de la recherche pour prouver que tout ça est formellement démontré avant qu'on s'y mette. Je dis, dans ces cas-là, on va attendre encore 10 ans, 20 ans pour soigner les gens, on les laisse crever en attendant. C'est un discours que je n'arrive plus à accepter parce que moi j'ai fait de la recherche, j'ai publié, je suis le premier à vouloir que tout soit démontré. Mais là on sait très bien que comme il n'y a pas eu d'argent sur la recherche pendant 20 ans, on n'aura pas de démonstration scientifique super carré dans les années qui viennent. Il faut vraiment que les médecins s'y mettent, acceptent les formations, et puis surtout, moi j'attends qu'il y ait encore quelques publications solides qui sortent pour clouer le bec à tous les détracteurs, parce qu'ils vont vraiment être ridicules. Dans quelques temps, on a tranché tout ce qui va sortir derrière. Mais bon, on est dans une période très dure. Et si les attaques ont été aussi violentes récemment, parce que c'était très violent depuis quelques mois avec la sortie du rapport, c'est qu'ils sont aux abois. Je vois bien, quand l'Académie, tout ça, dit c'est des charlatans, et ils sont de l'anti-science, ils ne donnent jamais une seule référence scientifique, jamais. Quand je leur demande, ils sont incapables. Et moi, je leur mets des dizaines de références sous le nez. Quand j'étais en séance plénière contre Eric Combe, qui était un ami, au congrès de médecine interne, il y avait tous les plus grands internistes dans la salle, ils étaient au moins 500. On avait 10 minutes chacun. Moi, tout ce que je présentais, je mettais les références scientifiques. Il a fait que de l'émotionnel pendant tout son topo. Il y a eu 2 références en plus, il a parlé 2 fois la durée de son temps. Et j'étais vraiment sidéré de voir que c'était des blagues. C'est vrai qu'il y avait l'ordonnance un peu délirante d'un médecin que je connais, qui a fait rire toute la salle, mais il n'y avait pas de données de publication scientifique. Et c'est là où on les attend en tournant, parce que là, la science, elle avance. Et là, je pense que ça va décomplexer des médecins. Bonsoir tout le monde, je suis Christelle de la section Lyme Bourgogne. Annie, ce soir, on voulait te remercier parce que tu as fait un boulot de titan. Je pense au nom de tous les malades, tous ceux qui t'appellent tous les jours, tous ceux à qui tu réponds par mail. Ton temps, c'est un gros investissement. Ce soir, ce que tu as réussi à faire avec cette salle qui est pratiquement pleine, avec très peu d'aide des médias, on voulait simplement te dire merci. Merci pour ce que tu fais au quotidien pour tout le monde. Moi, je m'appelle Thérèse. Je tenais à remercier Annie
parce qu'au début, je ne connaissais personne. Et comme on me disait que ma maladie, c'était dans ma tête, il fallait que je me fasse à la dépression. Madame, il faut accepter la dépression. Et c'est grâce à un jeune que j'ai connu chez le professeur Trouillas à Lyon, qui malheureusement n'est plus parmi nous, il s'est suicidé. Donc c'est Annie qui m'a aidé beaucoup, elle est là tous les jours au téléphone, tout le temps, elle nous aide. Donc on remercie beaucoup Annie. Je tiens à remercier mon docteur, le messager, qui m'a détecté la maladie. Je tiens à remercier le professeur Trouillas qui m'a ramassé à la petite cuillère, comme il dit. Ça fait 5 ans, mais vous voyez, je suis là. Malgré tous les antibiotiques, je suis là. Et je tenais à remercier le professeur Perron qui est parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci du fond du cœur. Bon, merci, c'est émouvant, je vous remercie les filles. Donc, pour clore la séance, donc, je voulais vous dire que le professeur Perron va dédicacer des livres à ceux qui veulent en acheter. D'autre part, tous les gens avec un bracelet vert peuvent rester, puisque après les dédicaces, vous pourrez rencontrer le professeur et parler au niveau professionnel en toute discrétion avec lui. Je tiens à remercier la municipalité pour la salle et tout ce qu'ils ont fait pour nous, la vie associative qui a beaucoup œuvré à nos côtés, l'infographiste qui nous a fait une super affiche, et puis également toutes les personnes qui ont contribué à nous aider, Monsieur Biffaut et la Meulière également, chez qui je vous recommande d'aller. C'est vrai, c'est simple, manger sain, c'est la meilleure chose. Pour répondre aussi à une question qui était posée tout à l'heure, quelqu'un qui demandait si un traitement après des années marchait. Oui, j'ai été détectée 10 ans après ma piqûre de tic et ça fait 8 ans que je suis sous antibio. Donc attention, c'est pas antibio en continu, mais antibio lorsque j'en ai besoin. Donc on peut arriver à aller beaucoup mieux avec des traitements. Et je tiens à remercier donc le professeur Perron, le professeur Trouillas d'être venu également, et mon mari également qui m'a beaucoup soutenue dans l'épreuve. Merci à tous.